Nous allons maintenant parler d'un autre sujet lié à l'écologie, qui est la question de l'énergie. Alors, l'énergie est un outil de façonnage du globe. C'est la première considération que nous pourrions dire au sujet de l'énergie concernant l'architecte. C'est une évidence de le dire, simplement parce que l'énergie, c'est le moteur de la vie, autre lieu commun, donc du monde vivant. Si on s'intéresse à l'écologie en tant qu'architecte, on conçoit bien que son action se fait au sein d'un monde vivant, et donc la question de l'énergie est posée à défaut d'être centrale. On pourrait donner aussi de l'énergie une idée pour un architecte qui va nous intéresser, qui est celle qui a été suggérée par Schrödinger, Erwin Schrödinger, le physicien allemand, quand il parlait de déséquilibre énergétique du métabolisme. Donc il a l'air par cette considération sur le métabolisme, c'est de penser que l'intérêt, c'est de raisonner en termes de déséquilibre et non pas d'équilibre, comme habituellement on parle s'agissant d'écologie ou de biologie. Alors, d'autres considérations beaucoup plus prosaïques font que c'est une question qui touche les architectes. C'est que la part du bâtiment, par exemple, pour la consommation d'électricité en France, c'est la moitié. C'est-à-dire que l'électricité en France produite va pour moitié au fonctionnement des bâtiments. Donc on voit bien que dans une analyse de cycle de vie du tissu urbain français, la part de fonctionnement est considérable, engouffrant la moitié de l'énergie produite par le pays. Le reste étant lié au transport, à l'industrie, à tout un tas d'autres fonctions. Voilà. Et ça, c'est pour l'électricité, et en règle générale, une part importante pour la production d'énergie, quelle qu'elle soit. Or, on constate que le parc urbain se renouvelle très lentement, dans le meilleur des cas au rythme de 1% par an, ce qui veut dire que même si au jour d'aujourd'hui, on voulait une politique extrêmement ambitieuse d'un point de vue énergétique, s'agissant des bâtiments et donc de la moitié de la dépense énergétique, on s'apercevrait que l'échéance pour obtenir cet Eldorado va bien au-delà des échéances qui sont habituellement présentées comme des horizons écologiques, 2030, 2050 ou 2100. Enfin, 2100 peut-être pas, mais 2030 et 2050, oui. Ce qui veut dire que la question, c'est le dernier constat pour un architecte, c'est que la question concerne non seulement le neuf, mais aussi évidemment l'ancien, si on veut arriver à des gains beaucoup plus rapides que simplement en comptant sur les bâtiments neufs et donc le renouvellement du parc pour obtenir des résultats significatifs au niveau du pays. Historiquement, la question de l'énergie pour un architecte, là je ne fais pas un cours non plus sur cet aspect-là parce que ce serait vraiment trop long, mais juste une petite considération. Si on parle d'espace pour un architecte, certaines écoles françaises considèrent que l'espace est l'unité, j'allais dire, principale de la constitution, de l'unité principale qu'il doit manier dans sa conception. C'est-à-dire que
l'espace, qu'il soit public, privé, que ce soit un espace physique ou un espace symbolique, est l'unité principale. Mais ce n'est pas partagé par toutes les écoles. Il y a des écoles qui pensent que la forme est, j'allais dire, la principale caractéristique qui fonde l'architecture. D'autres serait la sociologie. On voit bien donc que cette question de l'espace n'est pas du tout une question partagée par toutes les approches classiquement conceptuelles en architecture. On comprend bien qu'avec l'énergie, c'est encore moins le cas. Si l'espace est un vide, est considéré comme un vide, trivialement, et avec des dimensions, sous-entendu, ce qui est vide, c'est ce qui n'est pas plein, que dire de l'énergie? L'énergie est quelque chose de encore plus immatériel que l'espace pour un architecte, pour véritablement fonder son approche. Or, il s'agit bien de ça. Est-ce que les architectes doivent s'emparer très sérieusement de cette question? C'est ce que semblent souhaiter les pouvoirs publics, enfin la société, en tout cas les pouvoirs publics. Ça n'est pas forcément ce qui est enseigné. C'est un petit préambule pour dire que l'énergie est quelque chose de pas très facile à appréhender pour un architecte, et en tout cas qu'il est en général assez peu. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est perçu, en dehors de son côté immatériel, c'est perçu soit comme une contrainte. Il faut des réseaux qui me prennent de l'argent sur mon beau bâtiment, le budget de mon bâtiment. J'aurais voulu faire une jolie façade, mais je suis obligé de consacrer une part de budget significative à la distribution d'énergie dans mon bâtiment, chose qu'on ne voit pas et qui ne fera pas de moi, enfin qui ne m'apportera aucune reconnaissance, ou alors même un danger. L'électricité peut, dans certaines conditions, constituer un danger. Voyez par exemple un film qui m'a beaucoup interpellé, que vous n'avez pas dû voir parce que c'est un vieux film, qui s'appelle La Tour Infernale. Est-ce que parmi vous quelqu'un a vu La Tour Infernale avec Paul Newman? Ah ouais, on n'est pas de la même génération. Bon, bref, c'est un film des années 70. Alors il y a un truc assez rigolo. C'est l'histoire, c'est une tour très haute qui prend feu. Et évidemment, c'est un drame. Enfin, c'est un film catastrophe. Hein. Il y en avait pas mal dans les années 70. Et alors, évidemment, spectaculaire, et patati patata. Alors, le personnage principal était un architecte. Je dis ça parce que c'est pas toujours le cas. Et qui est joué par Paul Newman. Et alors, il y a un truc qui m'a beaucoup interpellé. Je crois que je devais commencer mes études, ou pas encore, je ne sais plus, quand je l'ai vu. Donc, pas à sa sortie, mais après. Où, à un moment, donc l'incendie se déclare dans la tour. Et le chef des pompiers, qui est joué par Steve McQueen, je crois, il se trouve que c'est le jour de l'inauguration, donc l'architecte est là, et attrape l'architecte, et puis lui dit on va essayer de résoudre le problème pour, je ne sais pour quelle considération d'ascenseur, d'alimentation électrique de l'ascenseur, et ouvre un placard, enfin, le pompier ouvre le placard, un placard de branchement électrique, à peu près grand comme ce panneau. Et donc, vous imaginez ce qu'il peut y avoir en termes de branchement électrique là-dedans. C'est vraiment une usine à gaz. Et l'architecte joué par Paul Newman regarde le tableau et dit ah bah oui, c'est parce que ces deux fils-là, celui-là il est mal branché, il doit être branché avec celui-là. J'ai jamais vu un architecte capable de faire un diagnostic dans des conditions d'incendie aussi fiables avec devant un tableau électrique d'une tour. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le film, dans l'imaginaire des gens, l'architecte est véritablement le maître d'œuvre, celui qui sait tout du bâtiment, des fondations jusqu'au tableau électrique, aussi complexe soit-il. Et c'est très souvent une situation dans laquelle je suis interpellé. Alors, monsieur l'architecte, comment vous ne savez pas ça? Ou alors, il est de votre responsabilité de savoir ça, de le maîtriser. Alors ça peut arriver qu'il y ait des architectes qui aient ces compétences-là, mais c'est assez rare quand même. En général, maintenant, c'est plutôt un designer, l'architecte, sous notion, ou un médiateur, ou un assembleur, enfin, bon, bref. Alors, ça montre bien que la question de l'énergie
pour un architecte est une question qui est compliquée à relever historiquement et, j'allais dire, fonctionnellement dans l'exercice de son métier. Or, pourtant, il est clair que c'est une question extrêmement importante d'un point de vue écologique et que la société attend beaucoup de nous pour tenter d'y apporter des réponses. Mais, comme pour tout à l'heure la question du bâtiment, le problème, c'est l'échelle de la question. C'est-à-dire que si on est un architecte qui ne raisonne qu'à l'échelle du bâtiment, est-on à la bonne échelle pour pouvoir raisonner sur ces questions d'énergie? Certes, il est souhaitable de bien isoler son bâtiment et d'essayer d'utiliser des techniques ou des produits peu consommateurs d'énergie, mais je pense que la question ne se résout pas à cette approche-là. En fait, c'est beaucoup lié à la question de l'infrastructure et évidemment à la question de l'origine, enfin la production de l'énergie, sur lequel il n'a pas forcément de prise, mais il peut quand même avoir une position à défaut d'avoir une prise. On peut dire que finalement, il n'y a pas de déterminisme historique sur ces questions de progrès technique, mais il y a une conjonction de facteurs qui orientent des choix. Voilà. Ce qui veut dire, plus prosaïquement, que l'architecte participe, par son action, à une convergence de dispositions qui vont dans telle ou telle direction, si possible la bonne. Je terminerai cette introduction de la question de l'énergie par un petit fait historique, ou plutôt un constat historique qui n'appartient qu'à moi. Je m'égare peut-être totalement, mais quand même c'est assez interpellant sur la question de l'énergie et de l'histoire. Si vous regardez l'histoire de France, vous pouvez la décomposer en deux périodes. Il y avait d'ailleurs, je vous signale, samedi dernier sur France Culture, une émission assez intéressante sur les questions de l'histoire de France à l'émission de Finkielkraut. On peut la décomposer en deux périodes. La période des rois de France, la royauté, et la période au-delà, c'est-à-dire à partir de la Révolution jusqu'à nos jours. Au cours, donc, si on fait remonter la royauté à Clovis, disons au 5e siècle, jusqu'à la Révolution française, 18e, on a un gros millénaire, un très gros millénaire de stabilité politique. Bon, avec tous les guillemets qu'on peut mettre sur la question de cette stabilité politique, mais en tout cas, un régime qui est à peu près le même. Or, si on le corrèle par exemple à la question de l'énergie, l'autonomie énergétique de la France et tout simplement l'état énergétique de la France, on s'apercevait qu'en fait, la France était organisée avec un maillage très dense d'énergie par des moulins à vent ou à eau, ou par tout un tas d'autres techniques, notamment animales, pour assurer ses besoins énergétiques. Alors, beaucoup animal aussi. Je m'étais amusé à lister, je ne sais pas si je vais le retrouver, le nombre d'animaux qui ont été utilisés ou qui sont encore utilisés pour des questions de mobilité à des fins énergétiques. Ben, je l'ai retrouvé. Moi, j'ai listé le cheval, l'âne, le mulet, le bœuf, la vache, la chèvre, le cochon, le chien d'attelage, le renne, le dromadaire, le chameau, le lama, l'autruche, le zébu, le buffle, l'éléphant. Et là, je ne parle que des moyens de locomotion liés à l'énergie animale. Donc, ce territoire français, territoire français, était émaillé et organisé d'un point de vue énergétique. Et donc, une certaine stabilité, il y avait une corrélation, on peut faire un parallèle entre la corrélation, la stabilité politique avec cette stabilité énergétique en termes de production et de consommation. Et on peut aussi mettre, pourquoi pas, en rapport l'instabilité politique à l'issue de ce système-là
J'ai listé là aussi pas moins de 6 régimes politiques depuis la Révolution française. Monarchie constitutionnelle, république, directoire, consulat, empire, État français sous l'occupation, avec la question de l'autonomie énergétique française, qui a d'abord été satisfaite par le charbon, et puis après insatisfaite, si je puis dire, et on est en continuel état de déséquilibre énergétique par rapport à l'extérieur. Alors le parallèle est peut-être un petit peu audacieux, mais tout ça pour vous dire que cette question énergétique est une question qui réclame une vision plus large, à mon avis, même pour un architecte, que de savoir s'il faut mettre 20 cm ou 30 cm d'isolant. Alors finalement, comment l'apprendre? Alors, premier constat, la matière contenant de l'énergie. C'est-à-dire la matière, virgule, contenant de l'énergie, c'est-à-dire stock d'énergie. Alors là, c'est corrélé avec le cours précédent, à savoir que nous allons commencer à parler, en termes d'échange, de flux et de stock. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons essayer de décomposer, nous allons découper l'énergie à chaque fois, diviser pour mieux régner, si je puis dire, pour essayer de comprendre ou d'appréhender cette question-là. Alors, première décomposition qu'on peut faire, qui est une décomposition scientifique, là je fais référence au champ scientifique, je décompose l'énergie en deux, l'exergie et l'anergie. L'exergie et l'énergie. Alors grosso modo, l'exergie c'est l'énergie utilisable dans la matière, ou immédiatement utilisable si vous voulez. Et l'énergie, c'est l'énergie qui n'est pas utilisable immédiatement. Alors je donne un exemple, puis pas forcément un exemple très orthodoxe, si je puis dire, mais qui donne une idée. C'est un morceau de bois sec et un morceau de bois mouillé. Voilà, le morceau de bois sec, si vous avez fait un barbecue ou allumé un feu, vous savez qu'avec du bois sec, vous allumez le feu, vous obtenez l'énergie, et avec le même morceau de bois mais mouillé, vous obtenez rien du tout. Voilà, donc ça est une métaphore pour essayer d'expliquer que la matière recèle de l'énergie qu'on peut décomposer en deux, l'exergie et l'énergie. Par exemple, cette charpente, donc on ne voit plus parce qu'elle est masquée par un plafond technique, cette charpente en bois a un haut potentiel d'énergie, mais pas intégralement. L'intégralité de la matière ne pourra pas vous fournir l'énergie que vous imaginiez pouvoir en tirer. Ce qu'on peut corréler avec une citation de Nicolas Georgescu-Roegen, que j'ai déjà cité, qui est abondamment cité dans mon livre, je l'ai déjà expliqué je crois, sur l'impasse du recyclage, à savoir, il cite une phrase qui est « Je peux intégralement reconstituer un collier de perles éparpillé, mais je ne pourrai jamais récupérer l'atome qui s'est érodé de cet anneau. » Ce qui lui fait dire que le recyclage, il lui fait parler de mythe du recyclage intégral. C'est-à-dire qu'on peut recycler, mais pas intégralement. Eh bien, pour l'énergie, finalement, ça serait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut casser un certain nombre de mythes qui consisteraient à penser que l'énergie peut être utilisée n'importe comment, dans n'importe quelle condition. En tout cas, que c'est une sorte de stock dans lequel on peut puiser, soit éternellement, soit immédiatement, soit facilement. Les choses sont, comme on dit universitairement et souvent à tort, plus complexes que cela. Par exemple, on peut donner l'exemple d'une canette de coca. Canette de soda, pardon, je n'aurais pas cité de marque. Canette de soda. La canette de soda est un produit high-tech en aluminium, ultra high-tech, qui a nécessité de très très longues heures d'études et d'élaboration progressive pour des raisons de poids, d'optimisation, de recyclage, d'énergie, de sécurité, d'étanchéité. Et donc, elle a pour caractéristique un haut niveau d'optimisation. Là, je fais référence au cours sur les valeurs, quand je parlais là
de la question de l'innovation. Un haut niveau d'optimisation, premièrement. Deuxièmement, elle a requis un haut niveau d'énergie pour sa fabrication et elle requerra un haut niveau d'énergie pour son recyclage. Et troisièmement, elle ne sert qu'à la consommation, en l'état, elle ne sert qu'à la consommation de boissons. Alors pourquoi je prends cet exemple? C'est que c'est un produit high-tech et on fait souvent une corrélation entre l'écologie et l'énergie avec le high-tech ou l'idée du progrès. Ce sera la conclusion de mon chapitre d'ailleurs, l'idée du progrès. Or, on peut, là aussi, interroger le modèle avec une approche complètement différente qui serait plutôt une approche low-tech par opposition, low-tech. Alors, le produit typiquement low-tech qui me vient à l'idée, qui n'est pas un produit de construction, quoique, mais on parlera de la construction après, c'est le jeu du Capla. Vous connaissez tous les Capla, non? Ouais. Au moins c'est transgénérationnel. Ça a été inventé par un architecte, le saviez-vous? Moi je ne le savais pas avant de faire des recherches. Architecte hollandais, je crois, il me semble. Alors, le Capla, c'est un produit low-tech, en ce sens que c'est du bois débité et raboté et poncé, et de par sa forme et surtout ses rapports entre les dimensions, ces rapports dimensionnels permettent un nombre d'agencements considérable, qui n'a de limite que la créativité humaine. C'est par ailleurs un produit dont on pourrait avoir plusieurs utilisations à la fin de sa vie. Soit l'enfant grandit et on le donne à un autre enfant parce que les Caplas ça s'use peu, soit on l'utiliserait à des fins autres que le jeu, par exemple caler un meuble, soit on l'utiliserait comme bois de chauffage, voire en recyclage comme bois de cagette, par un circuit industriel ou pas d'ailleurs, on peut directement le mettre dans sa cheminée. Voilà, donc voilà un produit low-tech, mais qui est à l'opposé de la canette de soda, qui est un produit qui en termes d'énergie est complètement différent, puisque l'un est un produit qui consomme de l'énergie pour une seule fonction, boire une boisson, et l'autre est un produit qui nécessite très peu d'énergie, qui en stocke énormément, et dont on peut imaginer plusieurs utilisations, et en tout cas des expressions, en tout cas artistiques, tout à fait intéressantes. Alors, il existe un produit de construction historique, plusieurs, qui ont le même modèle low-tech. Je veux par exemple prendre exemple la brique. C'est que la brique a des caractéristiques dimensionnelles qui lui permettent des agencements extrêmement variés. Il y a un livre qui doit, je pense, se trouver à la bibliothèque, qui était écrit par un de mes enseignants, qui s'appelle quelque chose Bernstein, je crois, et qui est la maçonnerie dans tous ses états, ou la maçonnerie sans phare. Et le chapitre sur la brique est tout à fait intéressant et édifiant, avec de très nombreuses schémas de dispositions différentes. On peut faire un barbecue comme on peut faire une tour en brique. Hein. C'est quand même intéressant. La seule caractéristique dimensionnelle qu'il y a, c'est que la longueur est 2 fois la largeur qui est... le rapport c'est 1:5 je crois, ou 1:4, entre la hauteur, la largeur et la longueur. Puisque une brique, la brique la plus courante en France fait 5,5 de hauteur, 11 de large et 22 de long. Avec ce rapport dimensionnel, on peut faire des agencements extrêmement variés et qui a fait ses preuves. Alors, on a fait de très nombreux bâtiments, comme vous le savez, en briques en France, notamment dans le Nord, mais on a fait aussi des châteaux. Au XIIIe siècle, on avait une pénurie de pierres, d'extraction de pierre, enfin de carrière de pierre. On avait beaucoup utilisé dans les châteaux, pas pour l'échaînage, parce qu'on a nécessité de la maçonnerie pleine, mais pour les remplissages, beaucoup de briques. Mais il y a des architectes qui, aujourd'hui, utilisent la brique, mais à la limite, même pas à des fins écologiques, mais à des fins
je dirais, comment dirais-je, autre, patrimonial. Je parlais de Wangshu, qui réutilise les briques des Hutong pour faire des bâtiments très contemporains, puisqu'il s'agit par exemple du musée du campus d'architecture à Hangzhou, et d'autres bâtiments tout aussi intéressants. Avec une esthétique qui n'appartient qu'à lui, et dont on pourrait difficilement dire qu'elle est convenue, et qu'elle est même, je pense, exceptionnelle, puisqu'il a quand même reçu le Pritzker en 2012. Donc c'est quand même une reconnaissance en termes de valeur culturelle importante. Voilà un produit qui est plus que low-tech. Là, récupérer des briques qui ont déjà été utilisées, alors c'est même pas, on fabrique même pas les briques, on réutilise les anciennes briques. Ce qui veut dire que la question de l'énergie en tant que matière, ou la matière en tant qu'énergie, se prend pas uniquement en termes de stock, mais avec toute la créativité et la culture technique et la culture tout court des architectes pour pouvoir être pleinement exploité. Voilà pour quelques considérations concernant l'énergie en tant que matière. Essayons maintenant de corréler la question de l'énergie et de la croissance. Au départ, d'un point de vue général, économique, écologique, et puis après, les conséquences pour un architecte. Alors, vous connaissez sans doute la petite histoire de l'algue verte ou du nénuphar. Je ne sais pas sous quelle forme vous la connaissez, enfin, sous quel nom vous la connaissez. Je ne sais plus si j'en ai parlé. Bon, si je me répète, tant pis. Imaginez un très grand lac. Si j'en ai parlé, je ne sais plus. Si j'en ai parlé, un très grand lac avec un petit nénuphar. J'en ai parlé déjà. Merci. Alors, je ne vais pas en reparler, mais je vais en tirer des conclusions en termes d'énergie. L'idée, c'est donc qu'à partir d'un certain temps... Oui, j'en ai parlé pour le rôle des acteurs du développement du territoire. Mais là, je vais en parler en termes d'énergie. Alors, donc, au bout d'un moment, le nénuphar arrive à un seuil critique qui fait qu'on s'empare de la question pour éviter que le lac ne meure. Vous savez que, en ce moment, j'ai revu il y a 2-3 jours aux informations la question reposée du lac Baïkal. Donc c'est une question qui n'est pas... Enfin, c'est un exemple qui n'est pas uniquement métaphorique, qui est un exemple concret. La question n'est pas la question du nénuphar, mais de l'irrigation, s'agissant du lac Baïkal. Bon, bref, le nénuphar, que peut-on dire en termes d'énergie ? Ça corrèle immédiatement la question de l'énergie et de la croissance du développement de notre monde. Finalement, ça renvoie, si on veut aller pas à pas, ça renvoie à la trivialité qui consiste à dire là où l'homme n'est pas, il n'y a pas de problème écologique. C'est un paradoxe parce que d'habitude, on parle d'écologie, on peut parler d'écologie hors la présence de l'homme. Par exemple, l'écologie, on parle de l'écologie de l'Antarctique, où l'âme est pas ou peu, quoi. On parle d'écologie. En fait, on devrait plutôt parler de biotope plutôt que d'écologie. Parce que, en fait, la question écologique se pose quand l'homme y est. Pas tellement forcément par les dégradations qu'il fait, mais par la corrélation qu'il y a entre l'homme et l'écologie, la question de l'écologie. Je parle de ça justement pour essayer de lier croissance et énergie. Au sens où l'énergie serait la question écologique et que la croissance serait la question de l'homme. Et donc le lien serait finalement de même nature. Si l'homme n'est pas dans un biotope, on va parler, s'agissant du biotope, de climax, c'est-à-dire d'optimum ou d'équilibre écologique ou énergétique. Et quand l'homme arrive dans le biotope, là, il se crée une sorte de déséquilibre. Je parle de déséquilibre à propos de Schrödinger. Il se crée un déséquilibre. Donc la question écologique, c'est pas la question du biotope, c'est la question de la relation qu'il y a entre l'écologie, le biotope et l'homme. C'est-à-dire, en termes d'énergie, la question n'est pas ex nihilo, elle est uniquement posée par la présence de l'homme. Exemple, les hydrocarbures. Les hydrocarbures, si l'homme n'était pas
sur Terre, les hydrocarbures seraient en place, donc le pétrole serait dans les poches, ça reste dans les poches, et ça n'est pas une question écologique, ça serait simplement l'écologie du globe ferait que ce globe vit avec des poches d'hydrocarbures. À l'ère vraiment géologique, on peut se poser la question si, mais c'est une question qui est presque métaphysique, c'est qu'est-ce que serait devenu le globe sans l'homme finalement, hein. Serait-il mort par effet de serre ou au contraire par glaciation ou par un autre phénomène finalement, non dû à l'homme mais un phénomène dit écologique en quelque sorte. Mais là, la question de l'écologie est uniquement posée par la nécessité que l'homme a de puiser dans ce système écologique. Donc finalement, là où l'homme n'est pas, il n'y a pas de question écologique. Donc là, et finalement, parallèlement, là où il n'y a pas de croissance, il n'y aurait pas de question d'énergie. Comme pour, j'ai cité la France et son royaume, son système de régime historique, de la royauté, la question de l'énergie n'était pas un problème en soi, parce que eh bien, les besoins n'étaient pas ceux qu'on a connus. Donc la question de l'énergie renvoie bien à la question des besoins en termes de croissance. Et donc là, renvoie à des questions éthiques, parce que de quelle croissance parlons-nous? Si on parle de la croissance de crèches et d'hôpitaux, on ne parle pas de la même chose que de parler de croissance d'avions de chasse ou d'autres choses. Ce qui fait dire, par exemple, à Nicolas Georgescu-Roegen de la phrase suivante, qui est plus d'avions militaires aujourd'hui, c'est moins de socs de charrue demain. Ce qui renvoie à nos besoins actuels en termes de développement, aux besoins des générations futures d'un point de vue écologique. La soc de charrue renvoyant évidemment à l'image d'Épinal de la décroissance. Donc finalement, nous pourrions parler non pas ni de croissance ni de décroissance, mais nous pourrions parler d'accroissance en quelque sorte. Il y a un enseignant ici qui s'appelle Florian Henneberg, que vous allez croiser en master, qui parle lui de recroissance pour des territoires européens qui nécessiteraient une recroissance. Bon. Mais on pourrait parler d'accroissance, c'est-à-dire d'une croissance différente, qu'on pourrait appeler un après-développement, couplé à un bilan de justice impliquant une empreinte écologique équitable entre les territoires. Là, je renvoie à mon cours précédent. Je le redis, la croissance serait un modèle d'après-développement, après notre développement industriel, couplé à un bilan de justice, là je renvoie à l'équité, impliquant une empreinte écologique équitable entre les territoires. Voilà. Alors concrètement pour un architecte, qu'est-ce que ça veut dire? Là je vais être carrément complètement trivial avec des exemples concrets. Vous allez très certainement avoir des clients qui vont vous poser la question: quel type d'énergie pour ma maison écologique? Alors après on va voir comment on répond un peu plus précisément à cette question, mais voilà bien une question qui renvoie à la question économique, c'est-à-dire pour le moment c'est l'électricité qui est le moins cher, hein, qui bat toutes les autres énergies, qu'à voir l'élévation du prix du gaz ou le coût de l'énergie solaire. Mais cette énergie électrique, elle, en France, a une origine très majoritairement nucléaire. Donc la question de l'écologie est bien pas seulement une question d'isolation du bâtiment, mais de l'origine de cette énergie et donc de l'infrastructure ad hoc. Et aussi, puis-je faire des feux de cheminée? Vous vous souvenez de cette polémique qui a défrayé la chronique, l'actualité, pardon, de l'interdiction planifiée en Île-de-France des feux de cheminée pour 2015, et c'est un personnage politique qui s'y est opposé, ce qui est assez singulier quand même, parce que c'est finalement la technocratie qui a suggéré cette mesure, et c'est le pouvoir politique qui a tenté de reprendre prise sur cette technocratie. Mais on voit bien qu'un feu de cheminée n'est pas uniquement une question purement de chauffage, d'abord parce que ça chauffe pas très bien, mais ensuite c'est une question qui renvoie à autre chose que l'énergie, qui renvoie au bien-être, qui renvoie à un imaginaire qui est évidemment pas celui uniquement de l'imaginaire de la production de chaleur. Encore que, je peux vous dire que, pour avoir fait mes classes
militaire. J'ai passé 3 jours en janvier en Ile-de-France sans rentrer dans un bâtiment chauffé. Quand vous rentrez dans un bâtiment chauffé au bout de 3 jours, vous vous dites c'est le progrès, il n'y a rien de plus beau que le progrès. Je voudrais donner un autre exemple, cette fois-ci à plus grande échelle, qui illustre encore mieux mon propos, qui est le suivant. Il y a une vingtaine d'années, je crois, un des quartiers de Lisbonne les plus intéressants, les plus historiques, le Chiado, a brûlé. Et il a été question de sa reconstruction. Et il a été, comme toujours, la question de la reconstruction de moderne ou pas moderne. Bon. Ce qui est quand même poser la question de manière un peu triviale. Et le concours a été remporté par un architecte que je vous recommande dont je vous recommande de découvrir l'œuvre, si vous ne la connaissez pas déjà, qui s'appelle Álvaro Siza, un architecte portugais, que vous allez forcément connaître dans vos études, et qui a proposé de reconstruire le quartier juste sur, enfin pas juste, mais beaucoup sur une considération, c'est que les fenêtres de cet ancien quartier s'ouvraient à l'Espagnolette. C'est-à-dire avec un système qu'on retrouve là dans le bâtiment de la maréchalerie, qui permet d'ouvrir la fenêtre, de laisser un entrefilet de la fenêtre. Ça paraît tout simple, mais c'est fait avec du métal. Là, ça doit dater du 18 ou du 19e siècle. Ça permet de ventiler, donc de moduler le chauffage ou la ventilation. Et son propos était de dire, finalement, ce qui a fait l'identité de ce quartier, c'est cette Espagnolette. Donc si j'extrapole cet exemple, un simple dispositif technique fait l'urbanisme, mais fait plus que ça, donne la réponse à comment habiter aujourd'hui dans une ville contemporaine comme Lisbonne, juste avec ce dispositif technique. Et la question de l'énergie, et si elle pose la question de sa production de chaleur, ce dispositif technique renvoie évidemment à des questions qui sont beaucoup plus larges, c'est le feu, la cheminée, beaucoup plus large que simplement un fonctionnalisme aride tel qu'il est pris en règle générale par les architectes pour satisfaire un bilan thermique, puisque c'est ce qu'on leur demande. J'ai parlé du classement énergétique des bâtiments au moment de la vente. Voilà. Alors maintenant, autre comment dirais-je, façon de prendre l'énergie, j'y viens, c'est quel type d'énergie. J'ai commencé à décomposer l'énergie d'un point de vue scientifique entre exergie et énergie. Je voudrais maintenant la décomposer autrement et plus en rapport avec l'architecture. Alors d'abord, on peut la décomposer, comme je l'ai dit, en énergie de flux ou de stock, ou, j'ai un petit schéma à ce sujet, ou en énergie d'origine anthropique ou potentielle. Alors d'abord anthropique et après potentielle. C'est une décomposition de l'énergie, d'origine anthropique ou potentielle. Alors, l'entropie, comme je l'avais décrit la dernière fois, c'est une notion scientifique qui consiste à... ça décrit le degré de désordre ou le degré de stockage d'énergie. Plus l'entropie est basse, et plus vous avez d'énergie disponible, et plus l'ordre est grand, et donc plus ce monde-là, vous pouvez l'utiliser ou l'habiter. Et plus l'entropie s'élève, et en termes de thermodynamique, elle ne fait que s'élever, comme le nénuphar sur le lac, plus l'énergie s'élève, et moins vous avez d'énergie disponible à disposition. Par exemple, là, dans ce schéma, ce morceau de charbon, si je le brûle, j'obtiens de la température, et j'obtiens donc de l'énergie, enfin la température et de l'énergie, mais j'obtiens corollairement des déchets, et des déchets pas forcément valorisables, c'est le seau de cendre, et j'obtiens, c'est le petit thermomètre, une élévation de température, mais aussi une élévation de l'entropie, parce que le processus est irréversible. C'est-à-dire, de ce tas de cendres, je n'obtiendrai plus jamais un morceau de charbon. Seule la nature, avec des millions d'années, pourrait faire un processus réversible. C'est donc cette fameuse phrase du collier de perles et de l'atome de cet anneau. Ça, c'est l'énergie anthropique, ou l'énergie de stock. C'est-à-dire, on a des stocks, on brûle ces stocks, et on obtient, certes, de l'énergie assez facilement
utilisable, mais on obtient une dégradation finalement du milieu dans lequel on est, et donc en termes de développement durable, c'est pas forcément ce qu'on peut souhaiter. Et je l'oppose, et c'est la décomposition de l'énergie, à une autre énergie qui est, d'autres énergies potentielles ou renouvelables ou fatales, et encore d'autres énergies. Je vais en parler. Alors potentiel, c'est sous-entendu par différence de potentiel. N'importe quelle différence de n'importe quoi peut créer finalement de l'énergie. Par exemple, l'altimétrie, la différence de hauteur. Par exemple, l'énergie hydroélectrique. C'est bien de l'eau qui se trouve à une altimétrie et qu'on amène à une altimétrie plus basse pour obtenir de l'énergie. Mais c'est une énergie qui s'inscrit dans un cycle qui est le cycle de la biosphère et qui fait que cette eau, in fine, va se retrouver à l'état initial. Le vent, c'est aussi une énergie à différence de potentiel. C'est différence de température d'hygrométrie entre un milieu, le même milieu, mais dans deux états différents. Où la configuration géométrique peut favoriser d'ailleurs cet effet. Si vous allez à la Défense, il y a l'effet Venturi, c'est-à-dire l'accélération du vent entre deux tours, qui fait que vous êtes décoiffé quand vous passez à la Défense entre deux tours, à proximité de deux tours. En fait, n'importe quoi peut générer de l'énergie. J'allais dire presque métaphoriquement, un état, un milieu dans deux états différents crée de l'énergie. Et cette configuration, c'est quelque chose que les architectes créent. Je parlais là des deux tours à la Défense. Je peux choisir, si j'extrapole, je peux choisir de construire une tour près ou loin. Je peux choisir de la choisir ronde ou carrée. Et donc créer cet effet Venturi. Je peux choisir de la faire comme ci ou comme ça. Je parlais de l'hypermarché. Je peux décider de configurer mon terrain pour créer ces conditions, ces différences de potentiel. Je montrerai des exemples à ce sujet. Donc, c'est une autre décomposition de l'énergie, une énergie potentielle. Prenons également l'énergie, alors ça c'est plus classique, l'énergie renouvelable. C'est celle finalement renouvelable ou j'allais dire illimitée comme l'énergie solaire. C'est le choix d'utiliser une énergie renouvelable. Bon, ça, j'explique pas, je pense que vous avez suffisamment bassiné avec ça. C'est pas très compliqué à comprendre, enfin, se souvenir de cet aspect-là de l'énergie. Et puis, il y a l'énergie fatale aussi. Ça, j'en ai un petit peu parlé. C'est l'exemple là du data center couplé avec un lotissement. C'est-à-dire, fatalement, il ressort une production de chaleur non désirée du data center que je vais utiliser pour chauffer mon lotissement. Et donc, je peux choisir de configurer mon écoquartier, si je puis dire, ma ville ou je sais pas, ou même ma maison, tenant compte de ça. Ça veut dire que je vais utiliser le zoning thermique. Par exemple, je vais adosser ma cheminée dans une maison, à la chambre à coucher, pour non seulement chauffer le séjour, mais aussi en mettant peu d'isolant sauf l'étanchéité à l'air, entre le séjour et la chambre, chauffer ma chambre. Ou alors décider de mettre le local chaudière à côté aussi de la chambre à bébé. Évidemment, là aussi, en faisant attention à une question d'étanchéité à l'air, mais voilà, une sorte de zoning spatial. Or, les architectes n'utilisent pas, ou très peu, cette capacité d'organisation de l'espace en fonction de ces considérations thermiques. Très souvent, ils organisent leur espace, soit sur des questions strictement fonctionnelles de flux, de gestion, de déplacement des gens au sein de leur bâtiment, quand c'est un bâtiment public, soit pour des raisons culturelles, tout à fait louables. Enfin bon, là, en l'occurrence, en termes d'écologie, c'est un peu d'incidence. Et donc, finalement, dernière chose, ça lie évidemment, c'est l'image de cette femme sur les lavabos, ça veut dire que ça renvoie quand même à la question des modes de vie. Tout ça fonctionne dans un mode de vie qu'on peut réinterroger, bien entendu. Là aussi, je ne fais pas la morale. Enfin, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont plus ou moins indispensables. Alors, faut-il se laver les mains, se laver les pieds, comme on faisait autrefois, dans l'unique bac à évier? C'est une question qu'on peut se poser. Je peux vous dire que ce sont des questions extrêmement concrètes. Exemple, je crois que j'en ai parlé déjà, mais je vais le rappeler. Dans les immeubles haussmanniens, les chambres de service qui auparavant bénéficiaient juste d'un point d'eau au bout du couloir sont en train progressivement de devenir des studettes avec 4 ou 5 appareils électroménagers
saturant le réseau d'infrastructures. Là, l'immeuble haussmannien est métaphoriquement le réseau d'infrastructures et n'évacue plus ces eaux sales. Donc ce qui est corrélaire à ça, c'est la question du mode de vie, d'où le lien entre social et environnemental. Alors, si je montre ces deux images, c'est que, voilà, si on passe de l'un à l'autre, on sent bien que le monde n'est pas du tout le même. Je disais tout à l'heure, à tort, que la ville générique, qui est un concept qu'on doit à Koolhaas, est promu par Koolhaas. Il n'est pas promu, il est décrit par Koolhaas. Notamment, encore mieux, dans son ouvrage que je vous recommande chaleureusement de lire, qui s'appelle Junk Space, de Rem Koolhaas, qui est évidemment cité dans mon livre, qui décrit ce monde assez complexe, finalement, de la ville générique, et que d'un point de vue écologique, si on analyse cet ouvrage d'un point de vue écologique, qu'on pourrait presque qualifier de tiède, de gris, d'énergétique, si je puis dire, de tiédasse, en fait, une espèce de boue, comme si on était sur la Lune, et comme s'il avait plu sur la Lune, quoi. Bon. Et ça donne ce monde-là. Mais c'est un monde que certaines personnes souhaitent. Exemple, les hommes d'affaires, en règle générale, majoritairement, souhaitent avoir toujours le même hôtel, où qu'ils soient dans le monde. La même chambre, les mêmes services, la même bouffe, le sportif aussi. Voilà. Et non pas le petit hôtel plein de charme qui décrit mieux Valparaiso, Lisbonne, ou une ville, un petit village écossais. Et puis, on pourrait lui opposer, finalement, ce monde, c'est pour ça que là, l'image n'est pas en couleur. Pourquoi il n'est pas en couleur? C'est qu'il vient de mon livre, et la très grande majorité de mon livre est fait sur papier recyclé. Je dis ça, bon, voilà, ça explique le truc. Hein. Et là, nous voyons des rizières, je crois que c'est au Vietnam ou en Chine, je crois, et avec des cultures qui sont toutes différentes pour des raisons d'efficience agricole. Et donc la couleur de ça, si vous voyez cette image en couleur, c'est une vraie palette de Magritte ou de Cézanne. Et donc un monde qui serait tout sauf un monde tiède et gris, mais un monde au contraire extrêmement coloré du fait de l'exacerbation de ces différences, en quelque sorte. Je parlais tout à l'heure des différences qu'il pouvait y avoir entre les villes, mais aussi entre les états physiques du milieu créant de l'énergie. Alors, d'autres considérations aussi s'agissant du réseau de distribution et de production. Il faut savoir qu'un bâtiment fonctionne selon des cycles, ce qui est une différence aussi avec les villes. Hein. Les villes fonctionnent, sauf les stations de ski, fonctionnent rarement selon le cycle, mais les bâtiments fonctionnent selon les cycles. Alors, des cycles journaliers, bien entendu. Là, ce hall est chauffé et ne le sera pas dans quelques heures. Mais aussi des cycles saisonniers, évidemment en fonction des climats, mais sous nos latitudes, évidemment, ce hall est chauffé ne le sera pas dans quelques semaines. Et ce bâtiment nécessite des besoins permanents. Ce qui veut dire que, en fait, le réseau permettant de faire fonctionner ce bâtiment est un réseau de type urbain pour alimenter cycliquement ce bâtiment, mais ce réseau, lui, va fonctionner de manière permanente. Par exemple, le réseau de déchets, il fonctionne de manière permanente. Le réseau de déplacement, de mobilité, fonctionne de manière permanente. On sauf souvent des périodes de vacances où il y a un peu moins de monde. Et donc là, on a une différence entre la nature du bâtiment qui, lui, est cyclique, avec celui de l'infrastructure qui, elle, est très majoritairement non cyclique. Ce qui a amené un intellectuel ou un penseur, je ne sais pas comment l'appeler, un économiste, américain, je crois, qui s'appelle Jeremy Rifkin, à s'interroger sur cette infrastructure et à suggérer qu'on passe d'un modèle d'infrastructure verticale à un modèle horizontal. Alors le modèle vertical, c'est celui que nous connaissions, par exemple celui d'énergie, c'est pour ça que j'en parle, celui d'énergie, et très majoritairement, on produit de l'énergie au niveau national, par exemple par un certain nombre de centrales nucléaires et autres. On la distribue déjà dans un maillage régional,
localement. On est donc dans une distribution verticale. Or, on voit que cette distribution, cette production, elle, est quasiment constante, et cette distribution, alors que la consommation ne l'est pas. En hiver, en été, le jour, la nuit. Ce qui fait que, par exemple, alors, ce qui explique le tarif de nuit EDF, par exemple, mais ce qui fait que ça décourage certains projets, par exemple de panneaux solaires, où on dit, en fait, on va produire de l'énergie au moment où on n'en a pas besoin, c'est-à-dire au moment où il fait beau et chaud, on va produire de l'énergie, et dans le bâtiment, le principal besoin d'énergie, c'est le chauffage, à un moment où on n'en a pas besoin. Et donc, on ne peut pas, ou mal, le restocker au niveau national, en attendant 6 mois, pour le redistribuer en hiver. Alors, le modèle proposé par Elkin est plutôt horizontal, comme les modèles sociaux que j'ai expliqués, qui consiste à produire localement de l'énergie, ou à utiliser toute la configuration possible, notamment potentielle, pour produire la seule énergie dont on ait besoin localement, quitte pour d'autres besoins à utiliser le système vertical existant pour un certain nombre de besoins majoritaires. C'est l'exemple du Vorarlberg par rapport au Bade-Württemberg, une utilisation, comment dirais-je, on se rend des services en fonction des caractéristiques de la configuration des caractéristiques qu'on a et donc du potentiel. Et c'est rendu possible, cette valeur ajoutée est rendue possible par la différence, justement, et non pas par la similitude, comme dans la ville générique. Alors, on peut imaginer, donc, pour l'architecte, des stratégies conceptuelles suivantes par rapport à toutes ces considérations. Donc, une intervention sur le site même du bâtiment, donc de manière à créer, justement, ces différences de potentiel, ou cette morphologie souhaitable. Par exemple, l'utilisation du compost en est une. On ne dessine pas un jardin uniquement un jardin d'agrément, mais un jardin qui va fonctionner pour produire du compost. Bon, c'est l'idée qui me vient en tête. Il y a des idées plus intelligentes. Enfin bon, c'est pour donner une idée. On va utiliser des équipements nécessitant peu d'énergie, sauf à ce qu'elles économisent de l'énergie à un niveau supérieur. Ça, c'est le principe de la station orbitale internationale. On va évidemment réfléchir à l'isolation thermique, mais aussi, pourquoi pas, réfléchir à l'augmentation des échanges avec le milieu extérieur dans certains cas, c'est-à-dire le contraire de l'isolation. Donc l'interrogation permanente entre autarcie et maximalisation des échanges. On va anticiper ou permettre l'amélioration ou les révolutions technologiques, je vais en parler tout à l'heure, c'est-à-dire faire en sorte que le bâtiment puisse bénéficier d'améliorations technologiques au gré de sa vie ou ne pas empêcher les révolutions technologiques de pouvoir agir sur le bâtiment. Et on va aussi, là aussi dans une approche low-tech, s'interroger sur des façons de stocker l'énergie historiques et qui ont fait leur preuve. Par exemple, le ressort. Le ressort, c'est un stock d'énergie mécanique qui a quand même fait ses preuves et qu'on pourrait tout à fait imaginer. C'est un exemple. Hein. Donc voilà, fouiller l'histoire pour voir où sont les possibilités de stock ou de production. Alors ça, c'est au niveau des stratégies conceptuelles. Mais comme vous savez que maintenant, un architecte doit s'interroger sur la gestion de son bâtiment pour les raisons que je vous ai dit à propos des phases de fonctionnement, nous avons des stratégies gestionnaires. Donc on peut mettre en place ou inciter au moment de la discussion avec son client. Alors l'alternance, on peut jouer sur l'alternance des phases de besoin. On chauffe une pièce à un moment et puis finalement elle va finir par chauffer la pièce de manière différée au moment où on va se coucher. Bon, ça c'est profiter de l'alternance des phases de besoin. Donc un zoning spatial qui tient compte de ça. Ou là aussi favoriser l'augmentation des performances. Donc grosso modo, ce qui ressort de ça, c'est que plutôt que viser une certification bête et méchante, c'est mettre en œuvre des stratégies conceptuelles qui sont favorables à cette question de l'énergie. Et je vais maintenant parler d'une stratégie, enfin plutôt d'une considération qui est importante s'agissant d'énergie, qui est la question des crises écologiques et des révolutions technologiques.
parce que l'énergie est l'occasion de parler de ça. C'est comment, pour un architecte, appréhender cette question des révolutions technologiques. Je ne parle pas des révolutions scientifiques, hein, auquel cas je ferai référence à l'ouvrage de Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, mais des révolutions technologiques. Puisqu'on peut difficilement faire comme les spationautes, concevoir tous nos bâtiments comme des stations orbitales internationales, avec le même paradigme, mais il faut quand même l'envisager. Et là aussi, je vais partir très large pour arriver, j'espère, de manière assez concrète. Pour ça, je vais me référer à un épistémologiste allemand, ou un philosophe allemand, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Karl Popper. Entre autres, hein. Qu'est-ce qui faisait la différence entre une science et une croyance, en quelque sorte? Ce qui n'est pas inintéressant, surtout à l'heure actuelle, s'agissant d'écologie, et puis même plus largement de débat de société. Qu'est-ce qui relève de la science et qu'est-ce qui relève de la croyance, ou du mythe? Parce qu'il est intéressant quand même de s'interroger sur les limites entre les deux. J'allais dire, le concept de science s'est inventé au fur et à mesure de son élaboration, et donc son épistémologie n'est pas venue, à mon sens, en préambule, mais au fur et à mesure. Et donc, on lui doit une philosophie, enfin une théorie assez connue, qui est la théorie de la réfutabilité, qui est, si je schématise, une science n'est science que quand elle est réfutable. C'est-à-dire que je peux l'argumenter expérimentalement, et donc je peux là aussi la dénoncer expérimentalement et par la théorie. Ça veut dire qu'une croyance ou un mythe n'est pas réfutable. Vous croyez ou vous ne croyez pas. Je ne peux pas réfuter, par exemple, si vous dites je crois en Dieu, vous ne pouvez pas argumenter par rapport à ça, ou difficilement, et en tout cas moi je ne peux pas réfuter le fait que vous croyez en Dieu. En revanche, si vous me dites la Terre est plate, là je peux réfuter, vous pouvez argumenter avec l'expérience ou la théorie, et je peux réfuter ou pas, je peux la mettre en défaut. Et donc il a fait une différence entre science et croyance sur la théorie de la réfutabilité. Grâce à cette théorie-là. Bref, je schématise. Là où il va nous intéresser, Karl Popper, je vous disais pourquoi il était connu, mais là où il va nous intéresser, c'est sur un exemple qu'il a pris, qui est maintenant assez connu en termes d'écologie, qui est l'histoire du cygne noir. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'histoire est la suivante, c'est un peu comme le nénuphar. L'histoire est la suivante, c'est vous êtes à un endroit et vous voyez tous les jours, derrière une butte, vous voyez passer un cygne blanc, tous les jours. Donc vous êtes là et vous voyez tous les jours passer à peu près à la même heure un cygne blanc. Et un jour, vous voyez passer un cygne noir. La question que pose Karl Popper, c'est qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est l'image, enfin une analogie avec la question, par exemple, du climat, mais aussi avec la question qui nous intéresse de l'énergie, et donc de la révolution technologique viendra ou viendra pas. La question du climat. Je vais la prendre d'abord, la question du climat, parce qu'elle est plus simple à comprendre. C'est donc, si je fais une analogie avec la question du climat, c'est, comme je l'ai dit la dernière fois, des experts me disent « Ouh là là, attention, il y a des signes pour nous dire que le climat va changer, alors de manière irréversible ou pas, peu importe. » Je ne parle pas des causes, là. Je ne dis pas pourquoi le signe noir, le signe est noir. Je dis qu'est-ce qu'il faut penser simplement du fait qu'à un moment, on voit un signe noir. Alors finalement, l'arme pour finalement essayer de comprendre ces questions, essayer d'affronter ces questions, et après on verra pour l'architecte, c'est simplement de dire, de lister, comme pour l'exemple que j'avais fait de petit lotissement, de lister les possibles, les hypothèses possibles. Sous-entendu pour le lendemain, ou pas. Première hypothèse possible, le lendemain, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de signes. Ça, par analogie, c'est certains prophètes, entre guillemets, pour l'an 2000, qui ont dit en l'an 2000, voilà, ça va se passer, ça a fait la fin du monde. Bon, c'était valable aussi pour l'an 1000, semble-t-il. Bref. C'est une vision, comme on dit, eschatologique, c'est-à-dire de la fin, d'une philosophie de la fin, une interprétation, une hypothèse fondée là-dessus. Bon.
selon Karl Popper, cette hypothèse n'est pas réfutable et donc appartient à la croyance et non pas dans le domaine de la science. Ensuite, deuxième hypothèse, je vois un signe blanc. Alors là, il y a plusieurs interprétations possibles. Le signe noir était un accident. Soit un accident, parce que ce jour-là, il y a eu du soleil, je voyais mal, j'ai mal interprété, je voyais mal la couleur. Soit un accident dont on ignore l'origine. Est-ce un accident divin ou un accident qui a une autre cause? Et puis finalement, on va revenir à l'ancien ordre. Donc, il n'y a pas le feu au lac, il n'y a pas besoin. On va juste s'interroger sur cette singularité, d'un point de vue scientifique. Et voilà. Mais après, il faudra aller au-delà de ça. Il faudra se dire, est-ce que le surlendemain, je ne vais pas voir un autre signe noir? Ou est-ce que le surlendemain, ou tout le temps, éternellement, je ne verrai plus jamais de signe noir? C'est une autre hypothèse. Donc ça donne lieu là aussi à des prophéties, des interprétations différentes. D'autant que la statistique ne nous est d'aucun secours. Si dans le passé j'avais vu pendant tous les mois, toutes les années bissextiles des signes noirs et toutes les années non bissextiles des signes blancs, j'aurais pu statistiquement dire il s'agit d'un accident si le signe noir était venu à l'année où on ne l'attendait pas. Et donc statistiquement je peux faire en sorte que ça soit une non-singularité en quelque sorte. Mais là, la statistique ne nous est d'aucun secours. Alors si je dis ça, c'est que l'analogie avec le climat est assez bonne. Est-ce que ce que nous connaissons, c'est important de savoir, ce que nous connaissons des aires géologiques et climatiques nous permet de penser que statistiquement, les signes que nous voyons aujourd'hui ont de la récurrence ou pas? L'ignorance fait partie, j'allais dire, de l'équation, l'ignorance historique. Il peut y avoir aussi d'autres interprétations, d'autres prophéties. Je vais voir, à partir d'aujourd'hui, je verrai un jour un signe noir et un jour un signe blanc. Peu importe que ça soit le jour pair ou impair, peu importe l'ordre. Finalement, un autre ordre va se substituer à un autre. Avant, je voyais que des signes blancs, et maintenant, je vais voir autre chose, un autre ordre. Mais il y aura un ordre. Mais à ce moment-là, la question que ça pose, c'est qui fait cet ordre? Est-ce que c'est la destinée, notre destinée, de la biosphère et ou avec l'homme, ou notre destinée humaine simplement? Il y en a qui pensent ça. Ou alors, un grand architecte qui va dire, qui aurait décidé que ce jour-là, bon. Mais à ce moment-là, serions-nous la génération qui aurait vu le premier signe noir? Est-ce que c'est pas présomptueux de notre part de penser que nous sommes la première? Ou alors, est-ce que c'est une singularité historique incroyable qui fait que vous et moi, dans cette salle, sommes la première génération à voir le signe noir, c'est-à-dire à voir les signes absolument singuliers dans l'histoire du globe et de l'humanité de ce dérèglement climatique dû à l'action de l'homme. Là aussi, ça pose des questions. Autre hypothèse, comme les décimales du signe pi, nous aurions indifféremment un signe noir ou un signe blanc, sans pouvoir prévoir l'ordre. C'est-à-dire aucune prévisibilité, prédiction possible, aucune maîtrise possible de l'avenir, tout est totalement aléatoire. Ce qui pose là aussi la question, est-ce un jeu, est-ce un hasard ou pas? Il y a un ouvrage de Jacques Monod qui s'appelle le hasard, le jeu, le hasard et la nécessité, pardon. Qui est un grand scientifique français qui a reçu le Nobel et qui a écrit un livre qui traite de cette question. Pour lui, c'est un hasard. Je schématise. Après, on peut en faire une nécessité aussi. On peut, comme dirais-je, faire, non pas jouer avec ce hasard, mais tenir compte de ce hasard. Donc beaucoup d'interprétations sont possibles de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que, en tant que citoyens, devons-nous quelle position avons-nous par rapport à ce signe noir si nous considérons que le climat est une question qui peut métaphoriquement se présenter comme la question du signe noir au sens où Karl Popper la pose? Est-ce de l'ordre de la croyance ou de la science? Pouvons-nous réfuter ça ou pas? Quelle position prenons-nous? Je peux vous dire par exemple que ce signe noir, pour certains philosophes, un autre philosophe allemand de la même veine qui s'appelle Günther Anders, a dit le signe noir est déjà apparu. Le signe noir, c'est la bombe atomique. Et lui, son propos, c'est de dire, en tant que philosophe,
Je ne peux plus penser l'humanité comme avant, du fait de la simple existence, non même pas de l'emploi, mais de la simple existence de la bombe atomique, c'est-à-dire la capacité à s'autodétruire. Et donc, il y a une singularité de la philosophie, avant-après, comme il pouvait y avoir des singularités avant Aristote, après Aristote, ou avant, je ne sais pas moi, quel grand philosophe, Kant. Bon. Voilà. Et c'est important pour nous, parce que, en termes d'énergie, ça veut dire, pour nous, en tant qu'architectes, comment devons-nous nous positionner par rapport à cette question écologique, d'une part, d'un point de vue assez large, mais d'un point de vue énergétique. Comment peut-on prendre la question de l'énergie? Est-ce que ces réglementations qui s'accélèrent exponentiellement, 2002, 2005, 2012, maintenant 2020, réglementations thermiques qui sont de plus en plus draconiennes, ne sont-ils pas les signes noirs de cette raréfication de l'énergie dans la conception architecturale? Ou alors, on va découvrir, comme par exemple le gaz de schiste, une énergie qui va nous permettre de nous relancer économiquement. Ou alors, ça n'est pas une question de ma génération d'architectes, parce que finalement, on a encore suffisamment d'énergie, les prévisions de pétrole sont encore largement suffisantes pour qu'il n'y ait pas de changement radical en termes d'habitation. Est-ce que c'est une question qui nous est posée en termes d'énergie? Je pense que, fondamentalement, c'est une question sur laquelle nous devons au moins réfléchir et peut-être prendre position. Ce que je tente de faire moi-même dans ma propre production. Exemple, et ça sera ma conclusion, exemple de prise de position et des conséquences que ça a d'un point de vue architectural et urbain. Nous pouvons très bien considérer que les aires historiques que l'architecte a connues jusqu'à, disons, à peu près aujourd'hui, pour simplifier, depuis la Renaissance et sous nos cieux, disons en Europe, cette ère-là s'est fondée sur la figure en tant qu'espace public. Et le meilleur exemple que vous puissiez avoir est de sortir dehors et de voir Versailles. Versailles, si vous visitez le château de Versailles et les jardins de Versailles, vous pouvez assister à une assez belle conférence d'un type qui s'appelle Beurteret, qui fait 3 heures sur le statuaire de Versailles. Et le statuaire de Versailles, que les statues soient placées là ou là, qu'elles soient habillées, qu'elles soient hommes-femmes, qu'elles soient mythes ou pas, correspondent à un message très précis que Louis XIV voulait renvoyer. À l'époque, il n'y avait pas les médias comme la télévision, mais visiter Versailles, pour un noble cultivé, c'était recevoir un message de la même manière que vous regardez un film. Sur le positionnement, sur le pouvoir que Louis XIV entendait incarner, et le message donc de cet espace. Et donc la Renaissance, qui a été une révolution technologique dans la vision qu'on avait, on le présente, disons, comme dans une révolution technologique, dans la vision qu'on avait de l'espace, c'est-à-dire la perspective, et donc a engendré un changement d'espace public, notamment en Italie, au XIVe, XVe, entre l'espace médiéval et l'espace de la Renaissance, qui situait l'homme comme observateur principal, comme observateur, à un point donné. Cette ère-là a fondé l'espace public sur la figure. Et je pense, moi, que l'espace public, s'il en reste, sera fondé sur le tissage. Sur le tissage intelligible, espérons-le nous, de cette matrice, ce qui sera l'objet d'un chapitre au cours prochain, de la matrice. Alors ça peut vous sembler un peu abscon, mais songez maintenant que des gens s'interrogent en disant auparavant, des gens, quand ils sortaient dans la rue dans les années 30, savaient où aller, espace public, savaient lire cet espace public, et maintenant, non seulement l'espace public devient difficile à lire, mais pouvons même nous y aller pour des raisons de privatisation, ou même y a-t-il un sens à aller dans l'espace public? Dans certains lieux, à part dealer, il n'y a pas grande raison d'aller dans l'espace public, derrière la rue. Et donc c'est une vraie question qui est posée. Et donc la révolution, les révolutions technologiques issues
de ces questions écologiques forcément doivent s'intégrer dans votre propre réflexion de ce qu'est l'espace public et ce qu'est l'architecture. Si j'avais introduit le chapitre sur la citation de Schrödinger qui disait le métabolisme c'est un déséquilibre énergétique, j'allais dire nous, notre architecture, elle résulte d'un déséquilibre, j'allais dire, du passage d'une ère historique à une autre ère historique. J'allais dire, pour moi, cette histoire de tissage, c'est une espèce de tissu qui respirerait et qui serait intelligible de l'espace public, ou de l'espace commun, disons, pour être plus modeste. Je terminerai ce chapitre en là citant aussi une petite image de sagesse, il me semble, qu'on cite souvent, c'est l'escargot. En fait, l'escargot croît avec un ordre et une organisation très intelligible et très intelligente qu'on peut lire comme pour un coquillage en coupe, mais à un moment il s'arrête. Il s'arrête de croître. Parce que s'il croissait avec le même rythme, là, il cesserait d'être efficace, et même il mourrait, si la chose était envisageable, il mourrait, j'allais dire, de trop de croissance en quelque sorte. Et donc, l'escargot est une organisation, une configuration, et il s'agit bien d'architecture, intelligente et intelligible, enfin qu'on peut percevoir, mais, j'allais dire, qui s'auto-limite elle-même, qui s'auto-organise au sens de Prigogine dont j'ai parlé dans le cours éthique.